Depuis juillet 2016, elle est en pleine réforme. L'Union africaine veut gagner en efficacité et en autonomie. Des réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs engagements financiers. Défis et perspectives d'une Union africaine en quête de réforme. Nous en parlons sur ce plateau avec Dr Serge Michel Kodom. Vous êtes président de la commission intersectorielle chargée de la coopération internationale, la promotion de l'agenda 2063 et de l'ECOSOC. Vous êtes aussi président de l'ONG internationale M-Afrique, Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour, nos vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs de New World TV. Merci d'être là sur ce plateau, Dr Serge Michel Kodom. C'est une nouvelle année donc qui s'ouvre pour l'organisation continentale engagée, comme on l'a dit, depuis 2016 dans des réformes. À quel niveau doivent-elles être opérées selon vous? Alors justement, depuis juillet 2016, les chefs d'État donc réunis ont décidé d'apporter des réformes profondes au niveau de l'Union africaine, d'autant plus que vous savez que depuis bientôt donc 50 ans que l'Union a eu à faire le bilan de 50 années d'existence, il était question donc de voir comment, après cet anniversaire fêté pour la plupart dans ces États, de projeter l'avenir du continent à l'horizon 2063. Donc en 2015, l'agenda 2063 a été donc adopté et vous comprenez que déjà en 2016, il fallait aller très vite pour amorcer de véritables réformes qui permettraient donc de soutenir la mise en œuvre donc de cet agenda. C'est dans ce sens que Paul Kagame, qu'on appelle le champion donc des réformes, qui a fait ses preuves dans son Rwanda natal, qui est l'actuel président en exercice de l'Union africaine, j'allais dire, a été donc mandaté par ses pairs de porter donc le chapeau de ces réformes qui doivent être donc opérées et s'imposer à tous les États donc de l'Union. Et donc on peut résumer ces réformes en 3 points majeurs, à savoir les cotisations des membres, parce que vous savez, au départ l'Union fonctionne à partir des cotisations, mais malheureusement, on en reviendra certainement, les États ne cotisent pas selon les barèmes définis. Donc dans ces réformes justement, on a décidé de redéfinir les barèmes et les sanctions pour donc infliger aux États qui ne seront pas donc à jour de leur cotisation. La deuxième réforme majeure porte sur les prérogatives et le choix du président donc de la Commission. Donc vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous estiment que l'Union aujourd'hui est une union des chefs d'État et il faut passer justement à une union des peuples. Donc le choix du président de la Commission a été discuté longuement et des propositions concrètes ont été faites sur comment il sera donc élu, comment il sera donc choisi et les attributions qui lui seront donc assignées pour pouvoir répondre efficacement et mener à bien donc ses fonctions. La troisième réforme porte fondamentalement sur le nombre des commissaires. Donc initialement prévu donc de 8, il faut les ramener à 6. Donc il fallait fusionner certaines commissions, à savoir la commission paix et sécurité qui est donc fusionnée avec les affaires politiques, la commission commerce-industrie donc qui est fusionnée avec la commission économique, affaires économiques. Donc toutes ces fusions vont permettre à l'Union de bénéficier ou bien d'économiser pratiquement $500 000 par an. C'est énorme et intéressant donc. Voilà en gros certain nombre de réformes. La quatrième, on peut dire, c'est la libre circulation, donc la zone de libre échange continental pour permettre à ce que véritablement on puisse avoir un commerce, des échanges commerciaux en interne pour booster le commerce intérieur parce qu'il est très faible. Nous allons revenir en détail au cours de cette émission sur ces différentes réformes et les réformes, puisqu'on en parle, elles préoccupent justement la Commission de l'Union africaine et les 2 derniers sommets qui se sont tenus ont placé en pôle position des préoccupations ces réformes. Nous avons suivi le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, que ce soit à Nouakchott ou encore à Kigali. Et il est revenu longuement là-dessus. Nous allons l'écouter. Le sommet de Nouakchott doit conforter la dynamique engagée pour faire de notre Union l'outil à même de conduire la transformation envisagée
dans l'agenda 2063. Aussi devons-nous accélérer la cadence de la réforme institutionnelle de notre Union. La réforme est une condition existentielle de notre Union. D'importantes avancées ont été enregistrées, notamment s'agissant du volet financier de la réforme. Nous devons poursuivre sur cette lancée. Comment voulez-vous qu'une commission puisse mettre en œuvre son programme annuel quand à la fin de l'exercice budgétaire, elle n'est qu'à 50% de contribution? Ça, c'est une question réelle. Et en tant que telle, aujourd'hui, nous avons adopté une batterie de sanctions, allant jusqu'à la suspension totale d'un État qui ne peut même plus prendre part à la conférence ou à toutes les réunions de l'Union africaine, et ce sont des mesures graduelles. Docteur Serge Michel Kodom, vous venez d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine. Ça veut dire qu'à ce jour, il y a des pays mauvais élèves dans le respect de leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation continentale. Oui, c'est vrai. Vous savez, l'année dernière, au niveau donc de notre commission, le Conseil économique et social, donc, qui regroupe les organisations de la société civile dans les 55 pays, on a eu donc le rapport de contribution des États et on était très surpris malheureusement de constater que la plupart des États ne contribuent pas. Et je ne vais pas citer les pays ici, mais retenez simplement que, comme l'a dit le président de la Commission, c'est un enjeu fondamental. C'est un défi d'ailleurs parce qu'on ne peut pas appartenir à une organisation comme celle de l'Union africaine et briller par le refus de payer cette contribution. D'ailleurs, moralement et sur le plan éthique aussi, je pense qu'il a dit il faut prendre des mesures. Et dans les réformes justement apportées au niveau donc proposées par le président rwandais Paul Kagame, qui est d'ailleurs le président en exercice donc de l'Union africaine, qui va rendre son tablier bientôt, le mois de février prochain. Il faut retenir fondamentalement que beaucoup de choses vont changer et que les mauvais élèves seront sanctionnés. Malheureusement, ça fait un peu honte et vous comprenez que même pour nous qui sommes membres de cet organe qui est le Conseil économique et social de l'Union africaine, les pays qui ne seront pas à jour, leurs membres seront donc exclus donc, de ces instances. De l'ECOSOC notamment. Alors le cœur des réformes reste le financement de l'UA, comme on le dit. Jusque-là, plus de 80% du budget de cette institution dépendait des partenaires étrangers. Aujourd'hui, on se pose la question où trouver les moyens de sa politique exclusivement la contribution des États. Alors, pour moi, je pense qu'il faut être optimiste. Déjà, de 2016 à 2018, on peut remarquer significativement qu'il y a plus de 30% de mobilisation de ressources. Vous avez donné le chiffre de 80, mais nous, au niveau de l'ECOSOC, on se situe au niveau de 70%, 60 à 70%. Et la dernière réunion du comité de suivi donc, de partenariat, on estimait déjà qu'on est descendu jusqu'à 30% de dépendance. Vous comprenez que la volonté y est parce que les chefs d'État ont pris quand même la responsabilité, l'engagement d'être à jour de leur cotisation. Mais ceci dit, ces réformes vont toucher la mobilisation des ressources. Il y aura des taxes qui seront donc imposées sur tous les produits d'importation de 0,2%. Et à ce niveau, c'est vrai qu'il y a des réticences, surtout en Afrique australe, où les pays de l'Afrique australe estiment que cette imposition donc, du taux fixe ne les arrange pas et qu'ils peuvent s'organiser au niveau de leur région, de la région économique donc, régionale de l'Afrique australe, pour pouvoir mobiliser leurs propres ressources. Mais pour nous, au niveau donc, de notre organe où donc, je préside la commission, nous pensons qu'il faut aller en rang serré et parler d'une seule voix pour donner de l'énergie parce que déjà, nous avons pratiquement 9 partenariats clés, que ce soit avec l'Union européenne, la Chine, le Japon, les pays de l'Amérique du Sud, la Turquie. Ces partenariats stratégiques aujourd'hui sont là mais ne sont pas efficaces et l'Union africaine veut justement parler d'une seule voix pour voir comment renégocier tous ces contrats en termes de partenariat efficace pour pouvoir éviter les doublons. Et donc pour nous, il faut aller en rang serré, mobiliser les ressources
autant interne, mais extérieure, en fixant bien entendu des barèmes pour pouvoir suivre vraiment les sources de financement de notre organe. Parce que le président l'a dit, on ne peut pas continuer courant mois de novembre, au moment où on doit voter un nouveau budget, que plus de 50% donc des États ne soient pas à jour de leurs cotisations. C'est un peu regrettable. Alors, est-ce que les partenariats que vous avez avec l'extérieur signifient que vous devrez forcément attendre beaucoup d'eux pour un meilleur fonctionnement de tous les organes de l'UA? Alors, dans les réformes qui seront opérées, il faut retenir fondamentalement deux choses. C'est-à-dire, l'Union africaine compte diminuer donc la participation des donations extérieures à 40% du budget maximum. Et on va imposer 5 partenariats clés. Vous savez, il y a des partenariats qui ne sont pas fonctionnels, opérationnels, et un barème sera fixé minimum $200 000 de contribution, le minimum. Sinon, les pays qui viennent avec 50 000, 2 000, 5 000 comme contribution en termes de donation ne sera plus acceptée parce qu'il faut avoir une forme de lisibilité. Et au niveau du département justement de partenariat, il a été décidé de créer une plateforme dynamique multifonctionnel qui puisse permettre de voir en termes de projets phares de l'agenda contenu dans l'agenda 2063 comment ces projets seront financés, qui finance quelle partie de ces projets pour avoir une bonne lisibilité. Donc cette plateforme a été donc décidée à Accra courant mois de décembre dernier et je pense qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a toute une dynamique. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. L'Afrique doit prendre la place qui lui revient et il y a de la matière et c'est dans ce sens que nous sommes partie prenante de ce processus donc de réforme en termes d'apport de la société civile. Est-ce que depuis 2016 où cette dynamique de réforme a été enclenchée, on peut dire quand même que la dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur a diminué? Oui, je le disais tantôt. Et au niveau du chef de l'unité donc des réformes institutionnelles, ça a été clair. La dépendance a diminué de 30% en 2 ans. Ça veut dire que l'espoir est permis. Nous restons optimistes dans la mesure où les chefs d'État ont pris quand même en conscience de l'enjeu. Vous savez, on ne peut pas financer un agenda à l'horizon 2050 si on ne va pas vers la planification. Et la planification doit nous amener à mieux mobiliser les ressources. Et ça doit être des ressources endogènes. Donc, pour nous, nous saluons le fait que le plafond a été fixé de 40%. Il faut éviter que, on dise que nous voulons financer nos activités, nos projets, mais que ces projets soient financés entièrement de l'extérieur, comme nous l'avons vécu les 20-10 dernières années au niveau de la Commission, au niveau de l'Union africaine. Je pense que c'est une honte et l'Afrique doit changer. Et pour nous, c'est une marche, c'est une dynamique, on en débat. Il y a beaucoup de conférences qui sont faites. Les éminentes personnalités africaines en débattent pour que justement les politiques prennent conscience pour comprendre que pour que nous soyons indépendants réellement, il faut mobiliser les ressources endogènes et parler d'une seule voix. Alors, docteur Serge Michel Kodon, plusieurs observateurs estiment qu'il s'agit d'avancer à minimum parce que certaines réformes institutionnelles majeures n'ont pas encore été amorcées. C'est notamment le cas de la proposition de renforcer l'autorité du président même de la Commission de l'Union africaine. Qu'en pensez-vous? Oui, pour nous, c'est indiscutable. Vous savez comment le président de la commission est élu. Quelquefois, ça prend 2 jours, 3 jours, plusieurs fois, ça a été reporté, vous vous en souvenez, pour l'élection donc du président Moussa Faki Mahamat. Ça a pris pratiquement toute une année. Mais avant, il faut noter quand même qu'avant l'élection proprement dite, c'est une diplomatie de couloir qui se fait entre les chefs d'État. Et si vous comprenez qu'après la diplomatie de couloir est qu'on mette 6 mois, voire 1 an pour élire donc le président de la commission, il y a un problème. Et dans les réformes proposées donc par le président Paul Kagame, qui malheureusement, en termes de choix d'élection du président de la commission, cette option a été écartée, il faut être honnête, il faut le dire. Le président Paul Kagame suggérait ou proposait que ce soit carrément un cabinet de recrutement qui fasse le travail avec les personnalités, certaines éminentes personnalités africaines pour choisir le candidat. Mais ce candidat sera donc choisi sur les bases
de la compétence, de l'intégrité et surtout de l'action menée dans un but panafricaniste. Parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui a passé tout son temps au Canada ou en France et venir le parachuter à la tête de cette institution. Et surtout faire un débat public qui sera donc diffusé dans tous les États membres pour pouvoir connaître le président de la Commission, parce qu'il faut renforcer ses pouvoirs pour en parler au nom de tout le continent. Et surtout donner la possibilité aussi au président de choisir les commissaires. Cette option aussi a été écartée. Donc les chefs d'État vont continuer par élire les commissaires. Bien entendu, tant que le temps est lancé pour choisir des personnes de valeur qu'il faut, je pense que c'est une dynamique. C'est à peine 2 ans que ces réformes sont discutées. Dans 5 ans, 10 ans, on espère qu'on aura quand même de bons résultats pour le meilleur donc, de notre continent. Alors, depuis qu'elle existe, on constate que la Commission de l'Union africaine a très peu de marge de manœuvre. Y aurait-il une crise de confiance entre les chefs d'État et la Commission? Non, vous savez, tel que l'Union fonctionne actuellement, je pense que pour nous, étant des acteurs de la société civile qui ne sont pas politiques, il faut le préciser, nous sommes optimistes. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le fonctionnement des CER, qui sont les communautés économiques régionales, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, la dynamique d'intégration au niveau régional s'opère. Et pour preuve, la CEDEAO est peut-être championne en la matière, il faut s'en féliciter et soutenir justement ces progrès, mais nous pensons qu'il faut aller pas à pas. Il faut renforcer les acquis au niveau des communautés économiques régionales, quitte à ce que dans 5 ans, 10 ans, nous puissions converger tous ces efforts pour une union continentale. Mais ceci dit, on peut aller plus vite, mais nous restons surtout optimistes en disant que c'est un processus. On vient de commencer les réformes, le président Paul Kagame l'a fait, en 2 ans il a été reconduit, mais pour nous, nous restons optimistes parce que nous avons fait 50 ans en naviguant, du moins c'est un peu exagéré, en allant vers l'indépendance politique. Aujourd'hui, le débat de l'indépendance économique s'impose à nous et on fera aussi notre bonhomme de chemin. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience vis-à-vis de ce défi? Alors, il faut le souligner à 2 niveaux. La prise de conscience, elle est collective. Même lorsque vous prenez un jeune étudiant aujourd'hui, il a envie que l'Afrique s'unisse. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il y a une adhésion populaire de cette dynamique d'aller vers une union des peuples à travers l'Union africaine. Le deuxième niveau qui est très important aussi, qui est politique, c'est la volonté des chefs d'État qui ont déjà manifesté cela à travers l'agenda 2063. Docteur Serge Michel Kodom, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.